Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du 7-8 Culture. Tout de suite, le sommaire de ce mardi 7 mai. Le château de Versailles vu par différents architectes. Avec sa nouvelle exposition, le palais rassemble 120 dessins et plans architecturaux de projets réels ou utopiques. Une présentation dans le cadre de la Biennale d'architecture et de paysage de la région Île-de-France. Direction le pays imaginaire à la ferme de Bel-et-Bas. La jeune troupe de la structure fait revivre l'histoire mythique de ce personnage qui refuse de grandir. Pascal Antonini signe la mise en scène de cette création. 3 concerts pour un quart de siècle. Ce week-end, le groupe Cœur à Corps fête ses 25 ans autour notamment de chansons françaises. Le château de Versailles, un chantier permanent. De nombreux projets ont été pensés du règne de Louis XIV à l'Empire. Pour la première fois, l'établissement présente ses réflexions plus ou moins ambitieuses au public. L'exposition est organisée dans le cadre de la première Biennale d'architecture et du paysage d'Île-de-France qui a débuté le 4 mai dernier dans la Cité Royale. Sujet réalisé avec Aurélie Ronze et Calypso Vanier. C'est un petit bout d'un grand projet. L'aile Gabriel est construite en 1771, pensée par Ange-Jacques Gabriel, aussi créateur de l'Opéra Royal. L'architecte propose pendant 25 ans des projets au roi. Mais son projet était beaucoup plus ambitieux. Il s'agissait de reconstruire totalement le cœur du château de Versailles, de supprimer tout ce qui pouvait rappeler le premier château, le château brique et pierre de Louis XIV, pour donner une harmonie à la façade. Un chantier stoppé par la mort de Louis XV en 1774. Comme ce grand projet, l'exposition Architecture rêvée révèle les idées qui n'ont jamais été réalisées. Le château a servi de lieu d'inspiration du XVIIe jusqu'à l'Empire. Le dessin d'architecture peut être du très beau dessin. C'est aussi l'un des objectifs de l'exposition, c'est de montrer finalement ces dessins qui sont souvent peu connus, qui sont exploités par les historiens pour leur intérêt on va dire historiques, intellectuels, mais qui ne sont pas montrés finalement pour eux-mêmes, pour leur qualité esthétique. Près de 120 dessins sont rassemblés, des dessins d'architecture, des plans, des projets parfois ambitieux, comme cette utopie d'Étienne Louis Boullée, architecte du XVIIIe siècle. Son projet est véritablement d'avancer considérablement la façade et de supprimer tout ce qui visuellement bloque cette vue sur la façade. Il élargit considérablement l'avant-cour, il supprime les ailes des ministres. L'un des projets les plus grandioses, estimé alors à près de 14 millions de livres, des utopies et des réalités qui donnent un autre regard sur le palais. Plus de 2 mois de réflexion sur l'architecture et le paysage. Du 4 mai au 13 juillet, c'est donc la ville de Versailles qui accueille cette première biennale de la région Île-de-France. 6 grandes expositions, 12 grands débats, des rencontres et des événements sont organisés. Et je vous propose d'écouter Valérie Pécresse, la présidente de la région. Elle était au micro de Manon Varaldo. Je voulais qu'on donne à voir à tous les Franciliens ce que le Grand Paris allait être en 2030. Alors nous avons lancé cette biennale. Il était tout à fait naturel que je confie ce projet à François de Mazières parce que François de Mazières était à l'origine du projet du Grand Paris il y a 10 ans en tant que président de la Cité de l'Architecture et il m'a proposé l'écrin de la ville de Versailles pour installer cette biennale dans l'école d'architecture, dans l'école du paysage, au potager du roi. Une ombre, une fée et un pays imaginaire. Vous aurez bien sûr reconnu Peter Pan, ce garçon qui refuse de grandir, a inspiré Pascal Antonini. Il signe la mise en scène d'une création à découvrir ces 10 et 11 mai. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes accompagné de 2 comédiens, Léane Francis et Mathis Delumeau. Vous êtes respectivement Wendy et Peter Pan. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Pascal Antonini, déjà, pourquoi Peter Pan ? Alors, pour situer un peu les choses, la ferme de Bel-et-Bas, le théâtre de Guyancourt, organise depuis maintenant 8 ans un principe assez extraordinaire. C'est une invention assez ingénieuse qui est à l'initiative de Johan Lavabre, son directeur, d'avoir mis en place un atelier d'adolescents qui travaillent toute l'année
Et arrive à la fin de l'année, comme tous les ateliers de France et de Navarre, il y a un spectacle. Là, les conditions sont un petit peu plus extraordinaires, puisque les adolescents sont mobilisés sur une durée de 2 semaines de résidence dans un théâtre qui est en fonctionnement. Et cela aboutit donc à un spectacle dans des conditions professionnelles, d'autant plus que sur chaque projet, l'équipe est constituée aussi de comédiens professionnels. Donc il y a ce mélange fabuleux qui s'opère. Cette année, donc, c'est une adaptation de Peter Pan qui a été écrite il y a quelques années par un auteur gallois, autour de Peter Pan, dans une version un peu plus, comment dirais-je, qui rejoint un petit peu l'origine de la pièce qui date du début du siècle, donc qui offre à cette histoire un Peter Pan qui n'est pas forcément celui que le public peut connaître à travers les dessins animés ou les adaptations au cinéma. Voilà, on est dans une confrontation donc de ce personnage Peter Pan avec le capitaine Crochet, un peu plus dur, disons, que le Walt Disney qu'on connaît, une adaptation théâtrale conséquente avec beaucoup de personnages. Et un propos assez intéressant, voilà, d'un Peter Pan qui quelque part combat un petit peu le monde réel, refuse aussi, il le dit dans la pièce, refuse peut-être le monde capitaliste, voilà, à la fin de la pièce, d'ailleurs, il renonce à ce monde réel puisqu'il a la possibilité d'y rentrer par l'intermédiaire du personnage de Wendy. Voilà. Et justement, ce Peter Pan, il est avec nous ce soir. Mathis, vous jouez donc le rôle principal. Comment est-ce que vous l'avez appréhendé ? Comment on le travaille, un Peter Pan qu'on a tous connu dans notre enfance ? Oui, déjà, en fait, dans cette adaptation-là, c'est plutôt Peter Pan et Wendy, parce que Wendy est très importante et on a un peu les 2 rôles principaux, si ce n'est que Wendy a presque un plus grand rôle. Et puis, Peter Pan, en fait, finalement, l'accompagne presque pour qu'elle grandisse, il la fait revenir un petit peu en arrière puisque Wendy vient de perdre sa mère et donc c'est un petit peu un personnage presque, complètement magique, un enfant qui ne veut pas grandir, un peu la face de Wendy qui voudrait rester en enfance, mais elle a des obligations qui l'obligent à grandir. Donc pour ça, j'ai pris par exemple un accent anglais pour un peu changer complètement ma manière d'être et à travers l'accent c'était assez efficace. Puis Alors cet accent, c'est vous qui l'avez proposé ? Ça a été à la mise en scène ? Comment ça s'est passé cet échange ? On a eu l'année pour faire des tentatives comme ça en improvisation et puis après c'est un échange qui se fait. Il suffit d'une petite étincelle qu'on transforme en feu, quoi, en idée. Voilà, c'est à force de faire des essais, notamment en improvisation, que les choses se construisent peu à peu. Et effectivement, ça a été le cas. Ça donne à ce personnage, enfin en tout cas au rôle qu'interprète Mathis, une singularité dans sa manière de penser. D'ailleurs, il a dit lui-même, quoi, pour aborder ce rôle un peu qui est un peu étrange finalement, parce que c'est un personnage quand même qui est assez égoïste, assez dur. Voilà. Léane, j'allais dire Wendy, pardon. Léane, on parlait des ateliers justement de création. C'est ce qui vous a plu dans cette aventure, c'était d'avoir cet apport professionnel ? Ouais, bien sûr, des apports professionnels, parce que déjà là, à la fin, on a 2 semaines donc de stage avec à la ferme de Bel-et-Bas, avec que des professionnels, des comédiens qui jouent avec nous, des régisseurs, et même durant toute l'année. Donc on faisait une fois par semaine, on se rejoint, on faisait des improvisations. Donc il y avait même des fois aussi les comédiens qui venaient aussi. Et voilà, qu'on ne laissait pas passer notre imagination à travers ça. De faire jouer des enfants, ça demande un investissement particulier, des défis aussi. Des enfants, des adolescents. Oui, parce qu'on a un peu 2 âges. Là. On a des enfants qui ont autour de 10-12 ans et puis eux qui sont un peu plus âgés.
Donc oui et non. Enfin oui parce que c'est toujours très difficile de monter une pièce là qui va durer à peu près 1h45. Donc c'est une grosse machine. Donc ça demande une concentration, une attention. C'est assez miraculeux finalement tout ce qui se passe à la ferme de Bel-et-Bas durant les. Enfin, moi j'en ai déjà fait un spectacle dans ce contexte. Et à chaque fois que j'ai vu les autres spectacles, c'était assez miraculeux. Comme ça, en un an, de produire autant de qualité à l'arrivée. Voilà, puis c'est aussi notre métier que d'accompagner les jeunes. Là, nous sommes une équipe conséquente. Il y a un accompagnement chorégraphique, il y a une création lumière, il y a quelqu'un qui s'occupe de la scénographie, il y a Isabelle Olivier pour la musique, il y a un conseiller au cirque aussi, parce qu'il y a un peu de manipulation circassienne. Vous leur apportez vraiment le monde du spectacle en une création. Quelque part, oui. En tout cas, c'est ce format réclamé, tout cet apport, quoi. Voilà. Merci beaucoup. On est un peu pris par le temps, mais pour découvrir ce Peter Pan dont vous nous avez donné quelques échos, rendez-vous les 10 et 11 mai prochains à la ferme de Bel-et-Bas de Guyancourt. 3 niveaux entièrement consacrés aux jeux et aux jouets. À Poissy, le musée s'est refait une beauté pendant 3 ans. Le 11 mai prochain, il rouvrira ses portes au public pour emmener petits et grands à travers l'histoire des jouets. 600 d'entre eux sont rassemblés, choisis par les 14 000 de la collection du musée, inaugurée aujourd'hui par le ministre de la Culture, Franck Riester. On a repensé scientifiquement déjà le type de parcours parce qu'avant on était plutôt dans une approche thématique du jouet. On avait une salle de poupées, une salle de voitures, de trains. Et là l'idée c'était d'avancer sur une base chronologique du jouet. Donc on a pu évoquer le jouet depuis l'Antiquité jusqu'à maintenant pour montrer quelles étaient les premières bases de jouets qui étaient conçus déjà dès la Rome antique. Les propos ont été recueillis par Aurélie Ronze. Un autre sujet maintenant, un trésor malheureusement inexploité dans le village de Vic. Depuis 2014, un musée d'art naïf attend des financements pour pouvoir être réhabilité et ouvert au public. Son maire nous en a ouvert les portes et raconté son histoire, Marilène Yapichino. Dans le village de Vic, situé au centre des Yvelines, un panneau nous l'annonce dès l'entrée. Ici se trouve un musée d'art naïf. Seulement depuis 2014, il est fermé. Donc on rentre dans ce qui était dans le temps l'accueil. Aujourd'hui, vous voyez, là c'est encore fermé puisque les travaux sont pas tout à fait finis. Donné à la commune il y a 20 ans, le musée sur cet art des autodidactes est géré par plusieurs associations successives. Quand la dernière abandonne, son administration revient à la mairie qui décide de fermer pour mieux réouvrir après rénovation. Donc là on rentre dans la partie qui était ouverte au musée, donc on voit les toiles qui sont encore accrochées. Une collection de 800 toiles dort sur les murs ou dans les emballages, à laquelle s'ajoutent les œuvres de la défunte propriétaire des lieux. C'est la vue de la route qui est en dessous du musée. Elle est prise de sa fenêtre. Elle a fait ça de sa fenêtre. Le pari fou d'un collectionneur et de sa femme qui rachètent ce qui était alors une ferme pour la transformer en musée. Et là, on se trouve dans ce qui devait être l'étable, puisqu'on retrouve ici les auges à vaches, avec les chaînes qui étaient là pour attacher les animaux, et l'auge pour manger. Le musée d'art naïf de Vic est inauguré en 1973. La collection de Max Fourny contient 1500 pièces réparties entre le musée de Vic et la Halle Saint-Pierre à Paris. Aujourd'hui, tout repose entre un musée fermé et le sous-sol de la halle, cachés au public. Objectif pour le maire, rapatrier toutes ses œuvres ici et créer en plus une salle dédiée à son épouse, la pianiste Françoise Adnet. Quand elle s'est mariée avec monsieur Max Fourny, là, elle a laissé tomber le piano pour revenir artiste peintre, puisque c'est ce qu'elle voulait faire dès le départ. Un énorme projet de réhabilitation pour la commune de 380 habitants. Passionné par cette histoire, son maire rêverait même de la raconter avec un espace visite dans les parties privées où a vécu le couple. Est-ce que c'était elle en étant jeune? Peut-être, oui, on trouve un peu ses traits. J'ai toujours espoir, puisque là, on
On a, à force de chercher des fonds, on en a trouvé un peu, donc j'espère qu'on va pouvoir, dès le mois de septembre, arriver à continuer à reprendre des travaux intérieurs. Première victoire grâce à une aide du département, la réfection de la toiture tout juste achevée. Dans la mairie de Vic, les plans du futur musée sont prêts, le projet a été réfléchi et imaginé pour accueillir le plus de visiteurs possible. Les plans ont été faits, le permis de construire a été déposé et accepté, donc tout est prêt pour démarrer. Il manque un peu le financement pour tout faire. On va avoir le financement pour commencer les travaux, mais est-ce qu'on pourra aller jusqu'au bout? Pour l'instant, c'est le point d'interrogation. Un prix qui s'élève tout de même à près d'1,5 million d'euros, sans compter l'aménagement. Le maire garde espoir de trouver des mécènes. On s'est pris au jeu et maintenant, on aimerait bien le voir fonctionner. C'est quand même un bon cheval de bataille, de quoi s'occuper pendant quelques années. Avis aux amoureux de l'art naïf, musée empli d'histoire, recherche, financement, ainsi que fins connaisseurs pour en organiser les expositions. Un demi-siècle célébré en musique, en concert. Ce week-end, le chœur Accord fait ses 25 ans à la Meurice de Trappes. 3 concerts du 10 au 12 mai. Et pour en parler avec nous, la présidente et la vice-présidente. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Je me tourne d'abord vers vous, Emmanuelle Ponté. Vous êtes la présidente. Alors j'imagine que ces concerts, cette année, ont une saveur un peu particulière. Bien oui, puisqu'on fête notre quart de siècle d'existence. Donc voilà, Chœur Accord a démarré en 1994 à 10 choristes et on se retrouve 25 ans après à 185 choristes, dont près de 180 choristes sur scène. 180 choristes rassemblés au même endroit, sur la même scène. Ça demande beaucoup de travail de répétition ou on se connaît beaucoup? Oui, ça demande du travail individuel par choriste qui doit arriver, on chante sans partition, on doit savoir tout par cœur, chant à 4 voix, donc 4 pupitres différents, et puis des répétitions, de l'investissement personnel, et puis après une mise en commun en répétition tout au long de l'année, et puis après voilà sur scène où là on a le cœur rempli d'adrénaline pour donner beaucoup au public et puis partager plein de bons moments. Isabelle Léost, le répertoire du chœur, surtout de la chanson française? C'est uniquement la chanson francophone, contemporaine. Ça va de Johnny Hallyday à Vianney, voilà. Pour les plus jeunes. Voilà, pour les plus jeunes. Et donc on enchaîne 25 titres. 25 titres, 25 ans. Ouais. Vous avez parlé... vous faites un retour sur ces 25 ans de répertoire sur le concert de cette année? Pas vraiment. Cette année, on a quelques chansons qu'on reprend, mais on est plus dans l'actualité, en fait. Pour que, j'imagine aussi, le public puisse chanter avec vous, s'il lui prend l'envie. On espère. Emmanuelle Ponté, il n'y a pas que des chanteurs sur scène. C'est un peu la particularité de Chœur Accord. Il n'y a quasiment pas de chanteurs sur scène. On est tous des amateurs. On est tous épris de plaisir à chanter. Mais par contre, il n'y a aucun professionnel. On s'entoure de professionnels pour tout ce qui est son, régie, lumière. Mais on est 180 amateurs. Personne n'est casté, personne n'est professionnel, mais on a tous cette envie de chanter et de partager, et le nombre fait qu'on s'envole tous, quel que soit notre niveau de chant à la base, quoi. Donc, et le public répond présent en plus. Chaque fois. Oui, on a débuté les réservations il y a 2 mois à peu près, et on est déjà satisfait du nombre de spectateurs qui vont venir profiter de ce spectacle. Et ceux qui vous entendraient chanter, qui vous écouteraient ce soir, qui auraient envie de vous rejoindre, il n'y a pas de casting, mais est-ce qu'il y a quand même des conditions à respecter? De l'âge, une question d'âge, une question de peut-être de motivation, d'être présent à chaque répétition? Ah oui, ça demande un grand investissement de chacun, mais pas d'âge, enfin la majorité, mais pas d'âge maximum. Je crois que notre doyen a 93 ans, donc voilà. Après, chacun fait ce qu'il peut, mais c'est aussi ce qui fait la beauté de notre chœur, puisqu'on est très éclectique, et on donne la possibilité à chacun de venir chanter avec nous. Donc ceux qui ont envie viennent se renseigner
soit sur notre site ou à une répétition à la rentrée où on est à l'auditorium de l'école de musique de Trappes. Merci à toutes les deux. Alors je le rappelle, vous êtes présidente et vice-présidente de Cœur à Corps qui fête cette année donc ses 25 ans en chanson à la Meurice de Trappes du 10 au 12 mai. Après la musique, la danse, si vous êtes amateur, la commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines fait appel à vous. Elle recherche des danseurs pour une performance le 6 juillet prochain. À la création, la chorégraphe Tatiana Julien et sa compagnie. Pour participer à Turbulence, c'est le nom du spectacle. Il y a 2 week-ends préparatoires en juin et en juillet. Seule condition, avoir plus de 16 ans. Les informations s'affichent à l'écran. La chorégraphe et ses danseurs vont investir et complètement transformer la commanderie puisque la danse sera partout. On est loin d'un spectacle classique. Les spectateurs seront amenés à mettre un casque audio. Ils seront complètement immergés dans une bande son. Et ils seront amenés à déambuler librement dans la commanderie. Et au hasard de leur promenade, ils vont tomber sur un danseur dans tel endroit, un groupe de danseurs à un autre endroit. Une lueur. Quelqu'un. Présence simple. Quelque chose. Un jeu d'intention. On débute cet agenda avec une conférence. La ville de Rome dévoile ses secrets au Scarabée de la Verrière dans le cadre des ateliers d'italien et d'histoire de l'art. Rendez-vous le vendredi 10 mai à 19h. Au théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, vous pouvez découvrir des secrets de fabrication. Les 11 et 12 mai, c'est la chorégraphe Maud Le Pladec qui se prête aux confessions, à un partage autour de divers ateliers. Pour y participer, il faut être présent sur les 2 jours d'atelier et avoir un billet pour la création de Maud Le Pladec qui s'appelle Concrète. On dit de lui qu'il est une comète surdouée du jazz européen. Émile Parisien est sur la scène du Prisme avec son quintet à qui il donne inventivité féroce et élégante. Il est à écouter le samedi 11 mai. Cinq interprètes, une douzaine d'instruments, les footeurs de joie reviennent à manier les hameaux pour un voyage sous les étoiles. Ceux qui se définissent comme des idiots seront à l'estaminet le 11 mai prochain. Noah mêle blues, jazz, pop et musique orientale. L'artiste revient avec un nouvel album paru au printemps. Elle revisite les grandes musiques de Jean-Sébastien Bach avec des textes qu'elle a elle-même écrits. Elle se produit samedi 11 mai à Bois d'Arcy. Regardez. A little love, bring it in, a little love and just a little love and how so little love and just a little love in every night and day. The anger melts away, come on, let's put our weapons down, erase the fear, the frown, and let the sun shine in. Des enfantillages sur scène, toujours plus d'enfantillages. Aldebert rassemble à nouveau parents et enfants dans un concert à vivre en famille. Il est de passage le dimanche 12 mai à 17h à Montigny-le-Bretonneux, un avant-goût. D'horizons lointains, d'une vie sans barreaux, de prairies sans gardiens, de forêts, de ruisseaux. Ça paraît un petit lionceau, mais c'est ta jungle. Tout le monde se marre, on se moque, on me charrie, car mes super pouvoirs sont super pourris, me sauvent. C'est quoi l'enthousiasme? C'est des rêves qui militent. Et la bienveillance? Les anges qui s'invitent. Et c'est quoi l'espoir? Du bonheur qui attend. Et un arc-en-ciel? Un monument au vivant. C'est quoi grandir? C'est fabriquer des premières fois. Et c'est quoi l'enfance? De la tendresse en pyjama.
Au théâtre Montancier, on s'intéresse à Honoré de Balzac. La scène versaillaise propose Eugénie Grandet. 6 acteurs portent tour à tour les épisodes du célèbre roman à découvrir ce vendredi 10 mai. Regardez. Ce jour était un jour de fête, bien connu des Cruchot et des Desgrassins. Aussi, les antagonistes se préparaient-ils à venir, armés de toutes pièces pour se rencontrer dans la salle et s'y surpasser en preuve d'amitié. Charles, qui tombait en province, pour la première fois, eut la pensée d'y paraître avec la supériorité d'un jeune homme à la mode. Et on termine avec une exposition Art Gravure Saint-Quentin en Yvelines donne sa 2e carte blanche à Jocelyne Briselet. L'artiste expose jusqu'au 28 mai prochain. C'est la fin de ce 7-8 Culture. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve pour un prochain numéro mardi prochain.